Afrique Zoom Echo, édition du 18 juin 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous faites bien d'être une fois de plus des nôtres sur For You Télévision. C'est parti pour votre programme exclusivement réservé à l'actualité économique telle que perçue dans plusieurs pays du continent africain. Afrique Zoom Echo, c'est tout d'abord le round-up de l'actualité économique. Accrochez-vous, c'est parti. Dans le cadre, bien sûr, de ce round-up de l'actualité économique, il faut le dire, on plante le décor tout d'abord du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément en Côte d'Ivoire, où s'est tenu du 13 au 14 juin dernier l'Africa CEO Forum. Il s'agit d'un forum économique qui a vu la participation de plusieurs personnalités du monde de l'économie. Ces dernières, d'ailleurs, ont tablé sur les différentes stratégies devant permettre au continent africain de relever son économie. Une économie aujourd'hui frappée par plusieurs crises. Qu'en est-il réellement? Quels sont les axes qui ont été abordés? Quelles sont les principales résolutions qui ont été prises? Inès Mbala s'est penchée sur ces différentes interrogations. L'Africa CEO Forum est de retour. Après des crises successives, tant à l'échelle mondiale, les décideurs politiques et économiques du continent se sont rencontrés du 13 au 14 juin 2022 pour mettre en place des stratégies pouvant raviver durablement la croissance africaine. Pour la première fois depuis 2019, le plus grand rassemblement du secteur privé africain se tient en présentiel, sous la présence de plus de 1500 participants, parmi lesquels des dirigeants des plus grandes entreprises africaines et internationales, des journalistes de diverses nationalités et entre autres. Durant 2 jours, il aura été question de tabler sur des discussions de souveraineté économique de l'Afrique, alors que la crise du Covid-19 qui a profondément bouleversé les économies et les chaînes d'approvisionnement mondiales, et les conséquences de la guerre en Ukraine ont montré la très grande dépendance du continent vis-à-vis du reste du monde, y compris pour ses besoins les plus vitaux. Alors qu'il s'agisse de réduire le déficit commercial pour des denrées alimentaires, de prendre le contrôle des données numériques, ou encore de fabriquer localement des médicaments, la quête d'une plus grande autonomie économique devient un élément central des politiques publiques sur le continent. Cette édition 2022, qui marque par ailleurs les 10 ans de ce rendez-vous, est le plus important du secteur privé africain. Celle-ci a été l'occasion pour les leaders politiques et économiques de discuter de la transition énergétique et des opportunités historiques que ce déficit mondial offre au continent riche en matières premières indispensables à la production d'énergie propre. À ce forum étaient également présents des dirigeants et des chefs d'État, à l'instar du président ivoirien Alassane Ouattara, celui du Niger Mohamed Bazoum, le président mauritanien Mohamed Ould et bien entendu le numéro 1 sénégalais par ailleurs président en exercice de l'Union africaine qui a profité de cette tribune pour inviter le Conseil des Nations Unies à plus d'engagement sur la question de la crise du Sahel. Parlons exploitation minière dans ce journal, plus précisément du côté de la Zambie, où bien sûr le gouvernement a choisi la filiale sud-africaine de la banque d'investissement international Rothschild Co pour assurer la revue stratégique des actifs de Mopani Copper Mines. C'est d'ailleurs ce qui a été annoncé en milieu de cette semaine. Il faut le dire clairement de ce côté, précisant d'ailleurs que le processus s'étendra sur 6 à 12 mois. Au terme d'ailleurs de cet examen, les analyses de la banque devrait permettre à plusieurs options de se dégager clairement afin d'assurer la durabilité, la croissance et la rentabilité. En avril, la ZCCM indiquait déjà que l'une des missions du conseiller financier serait d'aider l'État à trouver un ou des investisseurs capables de financer la montée en puissance de la production de cuivre avec Konkala Copper Mines, actuellement objet d'un litige avec son ancien propriétaire Vedanta. Mais CM, il faut le dire, est en effet le second grand projet au cœur du plan gouvernemental visant à porter la production nationale zambienne à 3 millions de tonnes d'ici 2030 contre moins
d'1 million de tonnes l'année dernière. Pour rappel, Mopani Copper Mills était une filiale de Glencore jusqu'à son rachat en 2021 par l'État zambien à travers la ZCCM pour $1 symbolique et la prise en charge d'une dette d'environ 1,5 milliard de dollars. On reste dans le secteur minier pour cette fois mettre le cap du côté, bien sûr, du Malawi avec le projet Cassia de ce côté qui héberge, selon une précédente mise à jour, 18 millions de tonnes de rutile contenu et 23,4 millions de graphite. Il faut le dire clairement de ce côté, le rutile est considéré comme le fer de lance bien sûr de ce projet, mais à côté il y a une réalité inéluctable à ne pas le négliger, c'est surtout le fait que le graphite est également en train de faire son petit bonhomme de chemin. C'est ce que nous dit Bachir Ladan. La compagnie minière Sovereign Metals a annoncé le vendredi 10 juin dernier avoir effectué une analyse du coproduit de son projet de rutile Cassia au Malawi, le graphite. Les résultats ont confirmé que le minéral peut être produit à un coût très bas avec une faible empreinte carbone, mais surtout qu'il a le potentiel de devenir un fournisseur dominant au niveau mondial. Il confirme ainsi les perspectives de production amorcées par l'étude exploratoire réalisé par l'Australien l'année dernière. Les très faibles coûts de production de graphite à Cassia devraient permettre à Sovereign d'exercer une concurrence agressive sur le plan des prix sur les marchés mondiaux du graphite, se réjouit d'ailleurs Julian Stephens, le directeur général de Sovereign Metals. Pas plus tard qu'en avril dernier, la compagnie a mis à jour l'estimation des ressources de son projet phare qui hébergeait désormais 18 millions de tonnes de rutile contenu et 23,4 millions de tonnes de graphite contenu. Cela correspondait au plus grand gisement de rutile au monde, ainsi qu'à la deuxième ressource de graphite en paillettes au monde. Avec ces nouveaux résultats, Sovereign est plus que jamais conforté dans son élan pour réévaluer à la hausse la capacité de production de la future mine ainsi que sa durée de vie. Notons qu'une étude exploratoire actualisée est en cours et que les résultats sont attendus dans les prochaines semaines. Pour rappel, selon les données datant de décembre 2021, Cassia a la capacité de produire annuellement 122 000 tonnes de rutile et 80 000 tonnes de graphite sur une durée de vie de 25 ans. De l'exploitation minière à la production laitière, cette fois nous sommes du côté du Kenya avec bien sûr l'industrie laitière qui est considérée comme l'un des piliers de l'économie rurale sur le plan continental. Le secteur est l'un des plus dynamiques avec une consommation qui bat tous les records, mais alors tous. On comprend donc cette volonté des autorités kenyanes de révolutionner l'industrie laitière de ce côté. Reportage. Pour le gouvernement, l'accroissement de la production vise principalement à répondre à la hausse de la demande dans le pays qui est le premier consommateur africain de lait par tête avec un volume annuel de 120 litres par habitant, soit le triple de la moyenne continentale. Pour satisfaire ses besoins, le pays s'approvisionne auprès d'autres fournisseurs de la région d'Afrique de l'Est comme l'Ouganda, un producteur excédentaire. À en croire Margaret Kiboji, directrice générale du Conseil laitier kényan, l'exécutif prévoit de faire passer la production annuelle de lait cru à 12 milliards de litres d'ici 2030. Ce volume représenterait plus du double de l'offre actuelle qui se situe entre 5,5 et 5,8 milliards de litres. D'après la responsable, cet objectif se base sur la dynamique de croissance du secteur qui affiche un niveau de progression soutenu de 5% par an avec les nouveaux investissements mis en œuvre par les entreprises privées. Cependant, il n'y a que les ambitions de l'exécutif pour le secteur laitier pourraient se heurter à plusieurs défis dont le plus important constitue les aléas météorologiques. Dans le pays où l'industrie se base sur un élevage laitier pâturant, les performances de la production laitière sur la prochaine décennie devra faire face aux effets du changement climatique qui accroît le risque de sécheresse et d'inondation. Déjà sur les 5 dernières années, les périodes d'intense chaleur ont réduit la possibilité de fourrage dans de nombreuses zones de production et fait flamber le prix au détail de la denrée.
Au casse-tête climatique s'ajoutent d'autres contraintes auxquelles il faudra s'attaquer, comme les pertes importantes après collecte, le faible rendement de races actuelles, les coûts élevés des aliments ou encore le manque d'infrastructures de commercialisation. Au Kenya, l'industrie laitière fournit des moyens de subsistance à 1,8 million de ménages ruraux et génère 700 000 emplois dans la chaîne de valeur selon les données de l'Organisation mondiale du commerce. La production laitière est assurée à plus de 80% par les petits exploitants et provient essentiellement des bovins, des chameaux et des chèvres. Poursuivons notre round-up de l'actualité économique, cette fois du côté du Togo qui souhaite devenir un véritable hub aérien, il faut le dire. C'est ce qui justifie la hausse de 52% sur le trafic passager de l'aéroport international Gnassingbé à Yedema de Lomé. Une hausse qui s'inscrit dans la tendance générale de reprise des activités aéroportuaires. Des performances similaires ont été observées dans plusieurs aéroports du continent et les observateurs craignent désormais des pénuries de carburant et les congestions. En 2021, déjà, l'aéroport international Gnassingbé à Yedema de Lomé a enregistré un trafic passager évalué à 960 000 voyageurs selon les autorités aéroportuaires. Cela correspond à une hausse de 52% comparativement aux 460 000 passagers recensés une année plus tôt. Ce chiffre de 2020 constituait néanmoins lui-même une baisse de 49% par rapport à 2019, où la plateforme aéroportuaire de la capitale togolaise avait enregistré 916 000 voyageurs. La baisse est l'effet de la Covid-19 et des restrictions qu'elle a engendrées. L'AG et Renault avec bien sûr la croissance, ce qui rend l'Agence nationale de l'aviation civile assez enthousiaste. Notre objectif est d'atteindre 1,5 million de passagers à l'horizon 2025. Avec la reprise des vols, nous avons clairement aujourd'hui une croissance exponentielle, a ainsi souligné le directeur de l'agence Nama Lata. Togo First rappelle que, conformément à la feuille de route gouvernementale, le Togo ambitionne de devenir un hub aérien dans la sous-région ouest africaine. Suite à la rénovation de la plateforme de Lomé en 2016, de nombreuses autres réformes sont envisagées par les autorités du pays. Toujours du côté de l'Afrique, on reste bien sûr pour parler de l'entrepreneuriat jeune. Avec ce chiffre qui est évoqué, 78% des jeunes africains prévoient de créer leur propre entreprise durant les 5 prochaines années. L'esprit entrepreneurial est bien ancré chez la jeunesse africaine, selon un sondage réalisé par l'Ishi-Covid Family Foundation auprès de 4507 jeunes africains originaires de 15 pays différents. 78% des jeunes sondés âgés entre 18 et 24 ans envisagent de créer leur propre entreprise au cours des 5 prochaines années. Ce taux, clairement, il faut le dire, aujourd'hui est revu à la hausse, notamment dans certains pays comme le Malawi avec un taux de 92%, le Rwanda 89%, l'Ouganda 89% également. Il faut cependant dire que ce taux, il est relativement bas du côté du Gabon avec seulement 47% de jeunes qui rêvent de devenir entrepreneurs. Selon le sondage rendu public en début de cette semaine, les principaux obstacles à l'entrepreneuriat cités sont l'accès au capital. On le dit clairement, il y a également ce phénomène de corruption qui revient avec insistance, des incertitudes liées à l'environnement économique ou encore la réglementation très rugueuse. Des 78% des jeunes qui rêvent de lancer leur propre entreprise, 43% disent qu'ils s'appuieront sur les technologies pour créer, promouvoir et gérer leur entreprise, contre 35% qui entendent le faire partiellement. Le sondage intitulé Africa Youth Survey montre d'une part que les jeunes africains sont plutôt satisfaits de l'environnement entrepreneurial dans leur pays. 66% de ces jeunes sondés estiment que leur pays crée une culture de l'innovation, développe l'esprit d'entreprise et facilite le développement de l'économie numérique. Cet optimisme est particulièrement palpable du côté du Rwanda, du Ghana ou encore du Kenya, des pays considérés comme étant à l'avant-garde de la transformation numérique.
On parle de l'Organisation mondiale du commerce, surtout des 164 pays membres qui constituent aujourd'hui cette organisation-là. Il faut dire en début de cette semaine, les différents membres donc de l'Organisation mondiale du commerce se sont retrouvés, mais ils ont surtout trouvé un accord sur les mesures visant à atténuer les tensions qui secouent les marchés d'approvisionnement alimentaire et la hausse des prix provoqués notamment par la guerre du côté de l'Ukraine. C'était à l'occasion de la 12e conférence de l'Organisation mondiale du commerce. Reportage Sikendoumé. Test sur les restrictions aux exportations et à la sécurité alimentaire était l'une des attentes fortes de la 12e conférence ministérielle de l'OMC qui s'est achevée le mercredi 15 juin à Genève. Le premier test est une déclaration visant à garder les marchés ouverts, ne pas restreindre les exportations et être plus transparent. L'autre est une décision juridiquement contraignante de ne pas freiner les exportations vers le programme alimentaire mondial, dont la mission est de lutter contre la faim dans les régions touchées par les conflits, les catastrophes et le changement climatique. L'écrasante majorité des représentants des pays membres de l'OMC ont exprimé un large soutien à ces deux tests, à l'exception de l'Égypte, de l'Inde et du Sri Lanka, a déclaré un porte-parole de l'organisation lors d'une conférence de presse. Selon lui, la Tanzanie, qui était jusque-là hésitante, a fini par approuver les tests. Importateurs nets de produits alimentaires, l'Égypte et le Sri Lanka ont exprimé des réserves, exigeant que l'on reconnaisse que leur capacité à exporter les produits alimentaires pourrait être limitée. L'Inde souhaite cependant que l'OMC autorise les pays en développement à détenir des stocks alimentaires sans encourir de sanctions pour avoir enfreint les règles sur le soutien agricole. L'OMC fonctionnant par consensus, il faudrait que les 164 pays membres s'entendent pour conclure des accords. Deux dirigeantes onusiennes avaient appelé le lundi 13 juin les pays membres de l'OMC à ne pas imposer de restrictions aux exportations de nourriture. Le Fonds monétaire international avait récemment annoncé qu'environ 30 pays ont restreint les exportations de denrées alimentaires, d'énergie et d'autres produits de base, à l'heure où l'ONU crée un ouragan de famine, essentiellement dans les pays africains, qui importaient plus de la moitié de leur blé d'Ukraine ou de la Russie. Et vous faites bien, Sikendoumé, de nous plonger, bien sûr, au sein de cette institution, puisque nous parlerons tout au long, bien sûr, de la deuxième partie d'une dame de fer, celle-là même qui dirige de main de maître cette institution. Ça sera dans le cadre du portrait de la semaine. À tout de suite. Il s'agit précisément d'une dame, elle s'appelle Ngozi Okonjo-Iweala, la première femme africaine aujourd'hui qui dirige bien sûr l'Organisation mondiale du commerce. Elle assure les fonctions de directrice générale. Son portrait vous est dressé dans cet élément. Prise d'otage maternelle, sexisme. L'ancienne ministre des Finances nigériane, Ngozi Okonjo-Iweala, s'est forgé un caractère d'acier au fil des épreuves. Sa nomination constitue une rupture à tout point de vue pour l'OMC. Ngozi Okonjo-Iweala, 67 ans, a pris la tête de l'institution aux 164 États membres qui poursuit, tant bien que mal, deux objectifs principaux. Administrer un système mondial de règles commerciales et garantir le règlement des conflits entre ses membres. La docteure Ngozi se définit comme une femme d'action, une réformatrice, qui dispose des compétences nécessaires pour négocier avec les responsables politiques. Ces termes choisis après l'annonce de sa candidature au poste de directrice générale témoignent en creux du travail et de la ténacité qu'elle a dû déployer tout au long de sa carrière. En 2006, Ngozi Okonjo-Iweala accède brièvement aux affaires étrangères avant d'être rappelée à la Banque mondiale où elle accède au poste de numéro 2. Elle récupère ensuite le portefeuille des finances au Nigeria en 2011 et s'y consacre jusqu'en 2015, après avoir échoué à prendre la présidence de la Banque mondiale en 2012. Elle dirige ensuite le Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation, jusqu'en 2020. Cette nomination à l'échelle mondiale aurait pu arriver plus tôt, en 2012, précisément lorsqu'elle se porte candidate à la présidence de la Banque mondiale.
À l'époque, elle dispose de soutiens aussi prestigieux que ceux de The Economist, du Financial Times et du Monde. Las, la coutume voulant qu'un Américain préside aux destinées de l'institution multilatérale prévaut. Le docteur Ngozi a du pain sur la planche. L'OMC s'essouffle car elle repose sur des règles archaïques définies il y a 30 ans, à une époque où Internet n'existait pas et où la Chine était un nain. L'OMC est coutumière des blocages, la faute au consensus comme mode de décision. En résulte nombre de statu quo dont certains pays, comme l'Inde ou la Chine, profitent. La crise du Covid n'est pas en reste, car elle a apporté au Dr Ngozi un lot de défis supplémentaires à relever, à l'exemple d'une réponse à un besoin de réengagement des États au sein de cette organisation, car la coopération commerciale est cruciale pour l'avenir, notamment en matière de normes environnementales et de régulation numérique. L'OMC devra prendre sa part pour garantir une pleine coopération internationale sur la distribution des vaccins contre le Covid-19, sans laisser pour compte les pays pauvres. Ngozi Okonjo-Iweala, personne ne peut la manquer. Dans les réunions internationales, on l'aperçoit toujours vertu d'un ensemble traditionnel en coton imprimé aux couleurs vives. Elle commence ses études au Nigeria, son pays de naissance, les poursuit à Harvard, aux États-Unis, et les conclut par une thèse sur le développement agricole de son pays d'origine, soutenue devant le prestigieux Massachusetts Institute of Technology. La voilà docteur en économie. À l'issue de ce parcours prestigieux, elle intègre la Banque mondiale en 1982 avant d'être nommée ministre des Finances du Nigeria en 2003. Première femme à occuper ce poste dans son pays, elle privatise à tour de bras, efface des milliards de dettes et lutte contre la corruption. Sacré, Madame Ngozi Okonjo, chapeau à vous l'artiste. C'est l'heure de parler des différents rendez-vous économiques à ne manquer sous aucun prétexte. On parle tout d'abord du Forum africain de l'énergie qui se tiendra du 21 au 24 juin prochain du côté de Bruxelles sur le thème « L'Afrique pour l'Afrique, construire l'énergie pour une transition juste ». Cette réunion précédera le Grand Forum africain de l'énergie, le 25e du nom, qui se tiendra du côté de Nairobi au Kenya. Sont convoqués dans la capitale européenne gouvernements, services publics et bien sûr les régulateurs, avec des institutions de financement du développement, des banques commerciales, les développeurs d'énergie, les fournisseurs de technologies, les fournisseurs d'énergie verte, etc. Au cours des 23 dernières années, il faut le dire, le forum a acquis la réputation d'être le rassemblement le plus significatif des décideurs dans le domaine de l'énergie en Afrique pour former des partenariats, identifier des opportunités et faire avancer le secteur. Outre les représentants publics comme Aïssatou Sophie Gladys, ministre du pétrole du Sénégal, ou encore seront attendus des personnalités comme Abdelhamid Raïs de l'Algérie, Oumar Diarra du Mali, Rachid Zardali de l'Algérie toujours, Rivo Radeniali de Madagascar, ainsi que lui, Boya Bozizé de l'autorité de régulation de l'électricité. Cette fois, c'est du côté de la République démocratique du Congo. Toujours dans le registre des rendez-vous économiques, en ne manquer sous aucun prétexte. Il s'agit cette fois du Forum des affaires de l'Afrique centrale, prévu bien sûr les 28 et 29 juin 2022. Il faut dire que le Business France organise le premier rendez-vous d'affaires en Afrique centrale. L'événement se déroulera en ligne ou en présentiel. Ça sera du côté de Paris les 28 et 29 juin prochains. Il faut le dire clairement. Le dynamisme démographique de la région, plus de 45% de la population de moins de 15 ans, accompagnée par un fort mouvement d'urbanisation, préfigure de l'ampleur des besoins des pays en matière d'infrastructures, d'habitat, d'éducation, de santé. Si les contextes économiques varient d'un pays à l'autre, les États
se rejoignent par des volontés politiques de diversifier, de développer et clairement, il faut le dire, il s'agit également d'une croissance qui doit se matérialiser par la réalisation des projets structurants, les plus souvent soutenus par les grands bailleurs internationaux. Outre les économistes du Business France sont attendus des dirigeants comme Alban Stéphane ou encore Jean-Pierre Boffy de Steam France et ou encore, on va le dire, Anthony Sémé de ST Digital. On parle cette fois du 6e Forum international du Salon africain des transports qui se déroulera du 23 au 25 juin du côté de la Côte d'Ivoire à Abidjan. Pour être plus précis, il faut dire que ce grand rendez-vous clairement aura pour point d'orgue, on l'a dit, Abidjan. Il s'agira clairement des professionnels qui seront là, qui constituent notamment l'ensemble de la filière de transport, de la logistique aux infrastructures. La FISAT, en abrégé, accueille très généralement 150 exposants venus d'une trentaine de pays. Il sera possible de le visiter à distance. Un forum international de discussion accueillera des représentants des ministères des Transports et des Infrastructures, des partenaires du développement, des spécialistes du secteur. Les participants pourront postuler à des rencontres business to business très connues sous l'appellation B2B, tandis que se tiendra une session spéciale dédiée au financement des projets en Afrique de l'Ouest. Une innovation cette année, une grande foire aux véhicules, pièces détachées et titres de transport. On parle des journées annuelles du club de dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique qui se tiendront les 23 et 24 juin à Bujumbura du côté du Burundi. L'occasion pour les participants de tirer des enseignements des dernières crises pour l'économie et les banques. On y attend des interventions du pays hôte, comme bien sûr celle de Jean Ziza, le gouverneur de la Banque centrale, ainsi qu'une allocution du ministre des Finances du Burundi. Au menu, plusieurs panels, des conférences également sont attendus de ce côté. Il y aura également cette conférence qui sera placée sous le thème « Quel financement des économies africaines d'après-crise » ou encore la montée des risques et leurs conséquences sur le plan de la liquidité et de la solvabilité. Après des interventions comme celle, bien sûr, de Oussounou So, consultant et formateur, Jonas Silardien, maître de conférence du côté de l'ESB. Cette fois, on met le cap pour parler du Forum Afrique-France de la transition écologique et énergétique qui se déroulera du côté de Tunis, en Tunisie. Et les deux dates qui sont à retenir, il faut le dire clairement, ou alors devrais-je dire les trois dates, du 27 au 29 septembre 2022. Ce rendez-vous est préparé par Business France et l'agence ADEMIC. Il fera le point sur le projet européen AON lancé quelques mois plus tôt. Il vise, entre autres, l'internationalisation des petites et moyennes entreprises du secteur de l'eau et de l'énergie du côté du Maroc, du Sénégal ou encore de la Tunisie. Des entreprises viendront présenter leur savoir-faire dans les domaines de l'eau, du traitement des déchets, de l'accès à l'énergie, l'économie circulaire, ainsi de suite. Le Digi Cloud Africa, un forum également qui se tiendra du 21 au 23 juin du côté de Al Jadida au Maroc. Il faut le dire, 3 jours de rencontres business, d'échanges et de convivialité, de réunions privées et de conférences. Un grand rendez-vous de cloud, de data centers et plus précisément, il faut le dire, la transformation digitale dédiée aux décideurs africains. L'événement rassemble quelques 200 invités regroupant une quarantaine d'éditeurs, de constructeurs, de sociétés, de conseils d'experts, avec bien sûr des entreprises comme Jalius, Altons ou encore Schneider Electric, Wacha, Magellan, Hewitt ou encore Packard. Voilà les différents rendez-vous de l'écho à ne manquer sous aucun prétexte. On prend une transition juste derrière. On vous présente ce qu'il ne faut absolument pas rater, ou du moins ce qu'il faut savoir. On l'a évoqué en tout début, bien sûr, de ce programme d'Afrique
hommes écho sur For You Télévision. Pour cette dernière rubrique, on reparle de l'Africa CEO Forum. Il s'agit de ce forum économique qui s'est tenu du 13 au 14 juin dernier du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Dans le cadre bien sûr de cette rubrique, on revient surtout sur les propos du Premier ministre ivoirien. Il s'agit de M. Tiemoko Mélié Koné, lui qui a tenu bien sûr à exprimer sa satisfaction au sortir de ce grand forum économique. On l'écoute. Vous avez posé une question pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Il est évident que pour la Côte d'Ivoire, nous avons vu, et c'est ce que nous avons constaté depuis un certain temps, la production vivrière est quand même importante. Elle est importante même si nous n'avons pas l'autosuffisance alimentaire sur tous les produits. Il y a quand même un bon nombre de produits sur lesquels la production est importante pour l'intérieur, même avec quelquefois une exportation dans les pays voisins. Mais le problème, c'est que ces productions connaissent une saisonnalité qui font que la disponibilité à tout moment n'est pas garantie. Et ça, c'est un problème important sur lequel il faut trouver des solutions. La solution la meilleure est celle qui est actuellement mise en œuvre, envisagée et mise en œuvre par le gouvernement, c'est de faire de telle sorte qu'il y ait une maîtrise plus grande et que cette saisonnalité soit plus ou moins arrêtée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut maîtriser l'eau. Il faut maîtriser un certain nombre de facteurs de production qui permettent que cette production soit beaucoup plus constante, en tout cas dans le temps, et permettre une consommation sur une longue période par les populations. Maintenant, c'est sûr que ce n'est pas demain que ça se fera. Le programme est déjà en cours et on espère avoir des résultats importants. Mais en attendant, il faut compter aussi avec le temps et la pluviométrie. On espère que, comme le disent les prévisionnistes, que nous allons avoir une pluviométrie plus clémente et peut-être une production beaucoup plus importante pour éviter justement que nous soyons obligés de subventionner certains produits et certains produits pour la consommation des ménages. Mais la solution définitive, c'est vraiment de mener des politiques, et elles vont coûter certainement cher, mais de mener des politiques qui permettent d'avoir une visibilité plus grande sur ces populations dans différentes régions. Je crois que c'est un programme qui est en cours en Côte d'Ivoire et nous espérons que ça va donner des résultats. C'est sur ces propos du vice-président de Côte d'Ivoire, M. Tiemoko Mélié Koné, que nous mettons un terme à ce rendez-vous de l'information économique sur For You Télévision. Merci, car mon moniteur m'indique que vous étiez nombreux à nous suivre une fois de plus ce soir. Les informations se poursuivent sur For You Télévision avec demain 19 juin 2022, le grand débat économique avec aux commandes. Portez-vous bien.